Après la découverte du pétrole et du gaz, en 2014, le Sénégal s'est doté d'un nouveau code pétrolier, la loi sur le contenu local adoptée par l'Assemblée nationale. Quels sont les avantages du local content? Va-t-elle régler le problème du chômage au Sénégal? Pour avoir des réponses à toutes ces questions, Business Mag reçoit ce samedi 23 mars 2019 Serigne Momar Dieye, ancien directeur d'Orix et actuel directeur général de Elogène. Business Mag ce samedi 23 mars de 11h10 à midi avec Oumou Kalsoumba sur la 90.3 iRadio. Merci d'être à l'écoute de la 90.3 iRadio. Bienvenue dans Business Mag, le rendez-vous du pétrole, du gaz et de toute l'actualité économique. Serigne Momar Dieye, notre invité. Vous êtes directeur général de Elogène, ancien directeur général Orix. Vous êtes également le président de l'Association sénégalaise pour le développement de l'énergie en Afrique. Merci, monsieur Momar Dieye, d'avoir accepté notre invitation. Oui, merci et bonjour Madame Ba et bonjour à vos auditeurs. Merci de m'avoir fait l'honneur encore une fois d'accepter mon invitation. Un homme vraiment humble avec beaucoup de connaissances, à son actif 30 ans d'expérience. Encore merci infiniment. Voilà, donc nous allons attaquer directement au Sénégal. Les premiers barils de pétrole sont attendus en 2022. Idem pour le gaz, n'est-ce pas? Alors, est-ce que notre pays est déjà dans les starting blocks pour gérer de façon transparente et efficiente les retombées financières issues de ces ressources, bien sûr au profit des populations, comme le dit la Constitution? Oui, en fait, tout à fait. Il faut savoir aussi que il y a d'abord eu des réformes en fait dans le secteur. On peut parler d'abord de la mise en place du COS Pétrogaz. On peut aussi évoquer la création de l'Institut national pétrole et du gaz. L'INPG. Il y a aussi l'adhésion à l'ITIE. Et en dernier lieu aussi, les deux lois qui ont été votées récemment en fait, le 24 janvier, la loi portant sur le code pétrolier et la loi aussi sur le contenu local. Donc vraiment ça, c'est des réformes qui vont aider à développer le secteur pétrolier et gazier. Voilà. Justement, on va s'arrêter un peu sur le code pétrolier qui a été adopté en janvier de cette année. Donc nous allons écouter le ministre Mansour Elimane Kane qui va nous parler de la nouvelle charte. Je pense que c'est une très très grande avancée comparée au code pétrolier de 1998. Les contrats ne seront plus donnés à des personnes physiques mais à des personnes morales. Au niveau de la sauvegarde des intérêts nationaux du Sénégal, il faut noter d'abord le bonus à la signature qui devient une exigence qui est dans le code. Pas seulement le bonus en tant qu'argent mais aussi le monitoring du bonus, donc le tracking comme disent les autres jusqu'au niveau du trésor sénégalais. Depuis 2014 jusqu'à nos jours, on a signé avec BP Petroleum et Cosmos Énergie au niveau du champ GTA qui est donc à la frontière entre la Mauritanie et le Sénégal. On a signé avec Cairn au niveau du sud, donc le champ pétrolier au niveau du sud du Sénégal, donc avec Cairn, avec Woodside et avec Far Limited. Donc voilà les sociétés qui ont aujourd'hui des contrats sur le bassin sédimentaire du Sénégal. Nous venons d'écouter Mansour Elimane Kane, le ministre du pétrole. Votre réaction? Oui, en fait, il faut comprendre que il faut comprendre le nouveau code. Pourquoi on a eu besoin de nouveau code? Voilà. En 98, le contexte était un peu particulier parce que le Sénégal n'était pas encore, n'avait pas de découverte majeure en matière de pétrole. Donc, il fallait faire un peu les jeux doux aux exploiteurs, en fait, aux opérateurs pour venir au Sénégal. Donc, il y avait un problème d'attractivité qu'il fallait régler. Donc, ce qu'il y a eu, donc, après 98, il y a eu des problèmes de recherche onshore, donc sur la terre ferme au niveau de Thiès, Bokotan et Louga. Et on a aussi des permis sur la partie maritime, donc au niveau de Saint-Louis, Sangomar et Rufisque. Mais il n'y avait pas de découverte majeure. Il y a juste eu que du gaz découvert par Forteza au niveau de Gadjaga. Et ce gaz a permis un peu d'envoyer d'aider un peu à la production d'électricité au niveau de Sokosim et Saint-Hélène-Cap-de-Biche. Et à partir de 2014, donc, et les découvertes que nous avons eues, il fallait absolument aller vers un nouveau code. Pourquoi? Parce que il faut tenir compte des meilleures pratiques dans la profession. L'environnement pétrolier donc a changé.
il faut aussi tenir compte, comme le ministre a dit, donc du bonus de signature, parce qu'avant il n'y en avait pas, parce qu'avant il fallait vraiment faire venir les gens que coûte. Il fallait aussi maintenant, à partir disons, du nouveau code maintenant, stimuler tout ce qui est exploration, développement et production, parce que le code doit tenir compte de tout ça. Le code, en fait, c'est un équilibre. Il faut faire un équilibre entre les intérêts du pays et aussi les opérateurs. Si vous êtes trop gourmand pour le pays, les autres ne viendront pas. Voilà. Si vous êtes aussi un peu bancal vers les opérateurs, vous allez léser les intérêts du pays. Donc, il y a cet équilibre. Et tenu compte aussi du fait qu'en 2016, on a dit que les ressources appartiennent au peuple. Donc, ça aussi, il fallait l'intégrer. Il y a aussi les exigences de l'ITIE, donc qui sont là. La protection de l'environnement, qu'il faut aussi gérer. Il y a aussi la nouvelle réglementation dans les opérations pétrolières, donc qui ont été donc récemment renouvelées. Il y a aussi les renforcements au niveau de tout ce qui est réglementation dans le transport, le stockage et la commercialisation des hydrocarbures. Et puis aussi maintenant, il faut tenir compte maintenant de la loi sur le contenu local pour promouvoir en fait les intérêts nationaux. Voilà, justement, nous allons nous arrêter sur le contenu local. Le Sénégal vise un objectif de 50% de l'industrie pétrolière d'ici 2030, c'est ça, à travers la formation des ressources humaines et le renforcement des PME et PMI. Avec l'INPG qui est là, l'Institut du pétrole et du gaz, il y a aussi les petites et moyennes entreprises et les petites et moyennes industries. Justement, en Afrique aussi, il est très courant de voir des pays disposant de gaz et de pétrole négocier des accords de contenu local avec les compagnies pétrolières pour vraiment pouvoir être dans le game qu'on a l'habitude de dire. On va écouter l'élément de Mohamed Kandji qui est parti un peu voir ce qui se passe dans nos pays voisins et un peu en Afrique, et on va revenir sur le plateau. Le pétrole ou l'or noir, une opportunité de croissance économique, mais les retombées pétrolières ne profitent pas souvent aux populations locales. Parfois, le pétrole devient une malédiction. Pour échapper à cette malédiction du pétrole, le Sénégal a adopté le mercredi 9 février le projet de loi relatif au contenu local dans le secteur des hydrocarbures. Avec cette loi, l'objectif du Sénégal serait, selon le président Macky Sall, 50% de contenu local dans l'industrie pétrolière d'ici 2030. L'adoption de ce texte intervient quelques jours après celui du projet de loi portant code pétrolier. En 2010 déjà, un programme politique de contenu local a été adopté par le Ghana, un programme venu à son heure car trouver un emploi est une préoccupation majeure d'un nombre toujours croissant de Ghanéens. Le Gabon, qui a élaboré une politique de contenu local dans l'industrie pétrolière, avait organisé en 2015 le premier forum sur le contenu local. Les autorités précisaient que ce sommet était une opportunité offerte aux entreprises du secteur des hydrocarbures de partager leurs expériences et promouvoir les meilleures pratiques dans les industries extractives au Gabon, tout en impliquant les communautés locales et autochtones dans la formulation des objectifs de cette politique. L'Angola, pour sa part, se penche actuellement sur une nouvelle loi relative au contenu local dans le secteur pétrolier. Le gouvernement devrait bientôt proposer au Parlement cette nouvelle loi du contenu local. Celle-ci, à la différence des 9 en vigueur dans le pays, établir un cadre de procédure clair, réalisable et non bureaucratique pour permettre une meilleure application des principes du contenu local. Pour rappel, l'Association des producteurs de pétrole africains définit le contenu local comme le quantum de valeur ajoutée ou à créer dans l'économie nationale par les utilisations délibérées de ressources humaines, de matériel et des services dans l'exploitation, le développement, l'exploration, le transport et la vente de pétrole brut et des ressources gazières sans mettre en péril la qualité, la santé, les normes de sécurité et environnementale. Mohamed Kandji, merci infiniment. Donc le contenu local pour éviter déjà de tomber dans la malédiction de l'or noir, comme on a l'habitude de dire. Serigne Momadjei. Oui, d'abord en fait, juste pour revenir sur la définition en fait du contenu local, qui est dans le code, fait dans la loi sur le contenu local, c'est l'ensemble des initiatives, disons qu'il faut prendre pour promouvoir les nationaux. Et mais dans toute la chaîne des opérations pétrolières, c'est-à-dire que c'est depuis la prospection, en passant donc par l'exploration, le développement, l'exploitation, le transport, le stockage, la commercialisation. Donc c'est toute la chaîne des opérations. Et aussi, ce qu'il faut aussi savoir, quand on parle de contenu local, il y a des principes directeurs. C'est l'équité, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas aussi
penser 100% contenu local, alors que peut-être il y a des domaines assez techniques, assez capitalistes, on n'est pas encore prêt. Donc il faut de l'équité. Il faut aussi du réalisme, parce que parfois il faut un temps pour se conformer à, disons, être prêt. Il faut que les nationaux soient formés, soient vraiment accompagnés pour être prêts. Et en troisième lieu, il faut le respect des normes. Donc il faut ces trois principes pour essayer d'aider un peu le contenu local. Voilà. Donc, mais ça c'est inévitable. Je pense que, comme on dit, les ressources appartiennent au peuple. Il faut carrément, absolument que l'État veille à ce que le contenu local soit quelque chose qui soit opérationnel dans nos pays et pour nos populations et pour nos paiements. En quoi faisons? Voilà, en fait, il y a plusieurs aspects. Et le premier aspect, c'est la formation. Donc, il faut absolument que ce soit le privé national, que ce soit les populations, que ce soit nos fonctionnaires, qui soient bien formés pour connaître les enjeux et puis comprendre le produit. Deuxièmement, il faut ce qu'on appelle la mise en relation entre le privé national et les opérateurs ou les sous-traitants. Il faut absolument qu'il y ait une interface. Et c'est l'État qui doit jouer ce rôle-là pour essayer de bien contraindre, disons, les opérateurs et les sous-traitants à donner du boulot au Sénégal. Parce que les opérateurs économiques, c'est des commerçants, c'est des opérateurs économiques comme tout le monde. S'il n'y a pas de contrôle, ils vont peut-être dériver un peu vers le tout extérieur ou bien tout internationalisé, tout externalisé au niveau étranger. Donc, il faut un contrôle. Et le troisième aspect, c'est l'accès au financement. Parce qu'il y a des services, des biens, pour les fournir, il faut vraiment avoir un support, disons, que des banques. Parce que les entreprises sénégalaises, la plupart n'ont pas cette capacité financière. Donc, il faut que l'État puisse accompagner ces PME à avoir donc, ces financements. Parfait. Donc, est-ce que le contenu local peut régler aussi le problème du chômage? Ce qu'il faut savoir, c'est que ça va aider. Ça va aider beaucoup à réduire le chômage. Et il ne faut pas se leurrer. Parce que si on prend, par exemple, les gens se focalisent souvent sur les plateformes. Les plateformes ne prennent pas beaucoup de main-d'œuvre. L'amont pétrolier, c'est ça? Voilà. En fait, oui, voilà. Donc, c'est au niveau de l'amont. Je parle de l'amont d'abord. Je parlais peut-être de l'aval. Oui, on va en parler. Voilà. Et au niveau de l'amont pétrolier, donc, l'amont pétrolier, en fait, pour définir, c'est un peu de la prospection en passant par l'exploration, le développement et la production. Donc, à ce niveau de l'amont pétrolier, si on prend la partie plateforme, c'est-à-dire que la partie production, il y aura peut-être 100 personnes qui vont travailler. Donc, il n'y a pas beaucoup de monde et parfois c'est très technique. Donc, ce qu'il faut viser, ce sont les services. Parce qu'il y aura, par exemple, actuellement dans la phase de développement, il y a beaucoup de bateaux qui vont venir dans les eaux sénégalaises pour mettre en place les infrastructures. C'est-à-dire qu'il y a des tuyaux, des équipements qui seront mis au niveau de la partie sous-marine. Et ça, il y a aussi, disons qu'au niveau même du nord, là, il y a des bases qui vont être faites, aussi bien offshore que onshore. Il y a les avitaillements qu'il faut faire, donner de la nourriture, il faut donner du gazoil, donner du lubrifiant, il faut faire la location de manœuvre. Donc, il faut se focaliser sur les services, dans la logistique, dans l'avitaillement, donc la sous-traitance. Maintenant, si on veut vraiment aussi qu'il y ait beaucoup d'emplois, il faut que l'État soit vigilant à travers son comité national de suivi du contenu local. Parce que l'État compte mettre en place un comité national de suivi. Et ce comité aura un rôle super important pour pouvoir contrôler et contraindre les opérateurs ou bien les sous-traitants. Parce que si on ne fait pas attention, tout va nous échapper. Déjà, disons qu'il faut savoir que depuis 2014, on est en 2019, il y a au moins 10 gros contrats qui ont été attribués. Et ce contrat-là, c'est vrai que c'est des contrats très techniques. Mais sur certains contrats, les Sénégalais étaient là. Les Sénégalais voulaient avoir le part. Mais ils ont été écartés parce que, bon, peut-être qu'il y a ce qui leur manquait, ou bien ils n'ont pas eu le support de l'État. Donc, il faut absolument que ce comité-là soit rapidement mis en place et qu'il puisse donc regarder ce qui se passe. Et puis aider aussi les Sénégalais à se préparer parce qu'il y aura une plateforme pour aider un peu les opérateurs et aider un peu les PME à savoir quels sont les marchés de biens et de fournitures pour se préparer en conséquence. Voilà. Donc maintenant, une autre
aspect pour le chômage, ce sera peut-être dans la partie terrestre. Si on a une raffinerie de grande capacité, disons que sera construite ou bien un complexe pétrochimique, il y aura beaucoup plus d'emplois. Il y a aussi la partie transport, parce qu'il y aura des pipelines qui seront mises en place et il faut gérer ces transports-là. Et parce qu'il faut savoir qu'il y a une bonne partie du gaz, ce sera, bon, on va y arriver, ce sera pour l'électricité. Donc il y aura des canalisations à terre qu'il faut gérer. Et même si plus tard il y a un aspect, disons que domestique pour le gaz, ça aussi c'est de l'emploi à créer. Donc il y a beaucoup d'opportunités, mais ce ne sera pas forcément dans les plateformes. Ce sera vraiment dans les services et dans la partie terrestre, en matière de transport, en matière de stockage, en matière de commercialisation des hydrocarbures. Voilà, tout à l'heure vous avez parlé de raffinerie. Est-ce que vous pensez que c'est urgent d'avoir une autre raffinerie, un projet qui avait été annoncé il y a quelques années de cela? Oui, en fait, une raffinerie, c'est quelque chose de très complexe parce qu'il y a des réalités économiques. C'est des calculs qu'il faut intégrer. Ce n'est pas pour rien qu'en Afrique, disons qu'en Afrique, on a eu beaucoup de raffineries qui sont tombées à l'eau, qui n'ont pas pu subsister pour des réalités économiques parce qu'il y a des coûts, des charges qu'il faut tenir en compte par rapport à vos débouchés. Et si vous avez un marché qui est très faible, autour de 1 million de tonnes, 2 millions de tonnes par an, vous avez des difficultés parce que la raffinerie coûte cher et il y a des réalités économiques. Donc, au Sénégal, par exemple, nous, notre raffinerie, elle produit autour de 1 200 000 tonnes de produits raffinés, disons, par an. Alors qu'au Sénégal, disons que si on tient compte un peu de nos besoins propres et aussi des besoins du produit qui passe au Sénégal pour l'export ou bien pour le soute, on a peut-être besoin de 3 millions de tonnes. C'est pas énorme quoi pour une raffinerie, disons que normale, parce que si vous allez je sais pas, au niveau du Nigeria, au niveau même de l'Arabie Saoudite, c'est des raffineries qui font peut-être 10 fois, 20 fois, 30 fois plus. Mais le Nigeria est le premier producteur de pétrole en Afrique. En Afrique, tout à fait. Mais ça dit que c'est beaucoup avec une grande production journalière. Oui. Donc ça dit que je juste vous dire que 2 millions. Il suffit pas d'avoir 3 millions de tonnes par an pour dire voilà, on va faire une raffinerie. Il faut peut-être avoir bien étudié la raffinerie qu'on va mettre en place. Donc je pense que l'État est en train de réfléchir là-dessus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'ils vont améliorer la capacité de la raffinerie actuelle? Est-ce qu'il faut créer une nouvelle raffinerie? Ça, je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'ils vont décider parce que je pense que le choix n'est pas encore fait. Mais pour moi, il faut absolument revoir la raffinerie actuelle. Parce que déjà, la raffinerie ne peut même pas satisfaire les besoins locaux du Sénégal. Donc il y a déjà un gap. Donc pour moi, il faut absolument... Impérativement. Pour moi, c'est pas normal. On ne peut pas être producteur de pétrole et puis se limiter à une capacité de 1 200 000 tonnes. Parce qu'il y a les besoins de la sous-région. On parle de le Mali qui consomme beaucoup. Il y a une bonne partie qui passe au Sénégal. Il y a la Gambie, il y a la Guinée-Bissau. Donc pour moi, il faut absolument améliorer la raffinerie ou une nouvelle raffinerie qui avait été annoncée quand même, il faut le dire. Tout à fait. Mais je pense qu'ils n'ont pas encore commencé la réalisation parce que il y a peut-être des choses qui sont en train de se passer. Mais sous peu, je pense qu'ils vont prendre une décision. Ça, pour moi, c'est inévitable. Voilà, je rappelle que vous écoutez Business Mag, le rendez-vous du pétrole, du gaz et de toute l'actualité économique. D'ici et d'ailleurs, Serine Momar Dieye, directeur de Helogène, ancien directeur d'Orix, président de l'Association sénégalaise pour le développement de l'énergie en Afrique, notre invité. Nous allons parler de la formation au métier du pétrole. Vous avez l'habitude d'insister sur une formation de qualité. Et en ce moment, on voit une prolifération des écoles, des instituts privés de pétrole et de gaz. Est-ce qu'il y a derrière une bonne formation? D'abord, pour parler de la formation, je pense que la formation est importante. Aussi bien la formation initiale qu'en formation continue. On va s'arrêter sur la formation initiale. D'accord, on va y revenir. Et il faut aussi que la formation pour le privé et aussi pour le public. Pour le public, parce que quand même, on a besoin de former notre administration. Et la douane, les impôts, les fiscs doivent être formés. Et la formation aussi, il ne faut pas l'oublier, elle concerne aussi bien l'amont que l'aval. Donc on reviendra à la partie initiale, mais il ne faut pas oublier la partie aval qui actuellement est beaucoup plus pourvoyeuse d'emplois que la partie amont.
Maintenant, l'important de la formation, parce que la formation est primordiale pour mieux négocier les contrats. Si on n'a pas de gens formés, on ne pourra pas négocier les contrats. Et ce qui se passe, quand il y a des contrats négociés, mais les opérateurs, là, ils viennent en masse. Eux, ils sont là avec des grandes compétences. Ça fait 100 ans qu'ils sont sur le métier. Ils vont venir avec des juristes, des fiscalistes, des techniciens, des traders. Ils seront peut-être une dizaine à venir négocier. Et en contrepartie, nous, on aura peut-être des gens de bonne volonté, mais qui ne pourront pas peut-être faire le poids devant ces mastodontes. Donc, il faut absolument que les gens soient mieux formés pour mieux négocier. Ensuite, après les contrats, il faut aussi suivre la partie développement, la partie production. Et ça aussi, il faut des gens formés. Et je pense que ce n'est pas innocent que l'INPG ait commencé donc, à former pour ça. Parce que les gens qui seront formés, donc la première cohorte, ils seront beaucoup, disons, ils seront jeunes néanmoins, mais ils pourront suivre la partie développement et la partie production. Effectivement. Donc ça, c'est une bonne chose. Et puis aussi, il faut être formé pour connaître les normes et puis aussi les respecter. Et puis aussi, si on veut gagner des marchés, il parle maintenant des PME, des sous-traitants, il faut connaître le produit et connaître aussi le métier. Donc, il faut insister donc, sur le rôle important de la formation pour les administrations, douanes, impôts, fisc. Le rôle important de l'INPG, l'INPG a un rôle très important. Et aussi aller un peu plus à l'avant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on s'arrête un peu au pétrole classique, il faut aller à la pétrochimie, il faut aller à la recherche aussi. Il faut penser qu'on ne peut plus se permettre de rester au niveau basique, quoi. Si on veut s'améliorer, il faut faire la recherche, il faut que l'INPG puisse avoir un rôle comme l'IFP au niveau de la France, quoi. Maintenant, il y a, comme on dit, le défi maintenant, c'est de la compétence si on va dans toute la chaîne. Parce que le contenu local, c'est toute la chaîne. C'est à partir de la prospection jusqu'à la commercialisation. Il faut absolument qu'on ait des gens formés. Et puis pour finir, il faut relever le défi de la libéralisation du pétrole, enfin du sous-secteur des hydrocarbures. Parce qu'en 1998, on a libéralisé le sous-secteur des hydrocarbures. Et il y a eu presque une quarantaine d'entreprises sénégalaises qui sont rentrées dans l'aval pétrolier, aussi bien les dépôts que, disons, que les stations-service. Et contrairement aux majors qui avaient leur propre école de formation, le cycle de formation, les indépendants n'ont pas les moyens, n'ont pas le vécu pour ça. Donc il faut qu'il y ait des écoles de formation pour les accompagner, pour pouvoir former les attachés commerciaux, les chefs de dépôt, les ingénieurs lubrifiants, les commerciaux, les gérants. Et ça, il ne faut pas uniquement le faire dans l'État. Il faut qu'il y ait une école de formation, des écoles de formation, pour que les gens puissent avoir une formation de base pour pouvoir donc jouer le rôle pleinement. Je pense que le ministère de la formation professionnelle et le ministère de l'enseignement supérieur, ces ministères sont impliqués directement, parce qu'il faudrait pas quand même qu'on parle de pétrole et que chacun se lève un bon jour et crée son institut aussi. Est-ce qu'il y a une ressource humaine qualifiée ensuite pour pouvoir former dans les métiers du pétrole et du gaz? Voilà, je pense que c'est vrai que tout le monde est un peu abasourdi un peu par la prolifération des écoles. Même si ce n'est pas une école en tant que telle, il y a des branches. Même dans les grandes écoles, maintenant, on commence à entendre formation, métier, pétrole, qui les forme. Donc, il faudrait, je pense, réglementer cela. Voilà, et tant que l'État doit veiller au contenu de ces écoles, de formation, et aussi à la qualité des enseignants. Exactement. Parce que le pétrole, c'est ce qu'on dit, c'est la pratique. C'est vrai qu'il faut une connaissance de base scientifique générale, mais le métier qu'on va acquérir, c'est la pratique. Donc, il faut que ces écoles puissent avoir vraiment une partie technique, c'est-à-dire qu'il y ait une formation sur le terrain, les gens puissent acquérir un peu le know-how, comment faire son métier. Et bon, pour la partie enseignement supérieur, je pense qu'il y a l'ANACSUP qui a mis en place un programme. Donc, normalement, les écoles doivent être accréditées et puis, bon, des diplômes aussi doivent être homologués. Mais souvent, il y a un retard, quoi. C'est-à-dire que les gens, ils commencent, ils n'ont pas encore ça. C'est un problème. C'est un problème. Donc, bon, il faut vraiment peut-être que les gens remettent un peu de l'ordre là-dessus rapidement. Et au niveau des formations aussi, je pense qu'il faut veiller à la formation de base. Qu'on ne prenne pas n'importe quel diplôme, n'importe quel, disons, étudiant. Il faut veiller à ça. Et il faut veiller un peu au contenu de la formation. Il ne faut pas
qu'on forme des chômeurs et des frustrés. Parce que ça, c'est catastrophe. C'est-à-dire que des gens vont venir, ils vont payer beaucoup d'argent pour être formés. Au bout de 3-4 ans, ils sortent, ils n'ont pas de boulot et ils vont en vouloir à tout le monde. Donc, il faut vraiment veiller à ne pas former de chômeurs ou de frustrés. Et puis, que aussi nos jeunes sachent qu'il y a une vie hors pétrole. Maintenant, tout le monde pense pétrole. C'est comme si hors de pétrole, il n'y a pas de vie. Mais ça, c'est inadmissible. On peut avoir une formation, disons, classique. Donc, vous êtes un ingénieur en mécanique, ingénieur en chimie, ou bien vous êtes technicien supérieur en bâtiment, technicien en génie civil. Vous êtes aussi même un bon électricien, un bon frigoriste. Et puis après, avoir du boulot dans le pétrole, parce qu'il faut juste un certificat pour pouvoir le faire. Donc, ne pas se focaliser sur une formation sur 3 ans ou bien 5 ans. On peut faire une formation ailleurs, dans une école classique, avoir son diplôme d'ingénieur, de technicien supérieur, de technicien simple, même de technicien ou bien d'ouvrier qualifié, et puis après chercher disons, un certificat pour pouvoir aller dans ce métier. Parce que le plus important, c'est souvent un peu connaître le produit et avoir ce qu'on appelle une connaissance un peu des normes et un peu des normes d'hygiène, sécurité, environnement. Voilà. On va faire une petite digression, parler du syndrome hollandais. Voilà, parce que pétrole, gaz aussi, on a d'autres secteurs. Peut-être compter sur le pétrole et le gaz pour booster notre économie nationale, mais pas attendre en tant que tel de l'argent qu'on va distribuer et tout ça. Il faut éviter quand même de tomber dans le... Voilà. Tout à fait. Ça, c'est important. C'est pourquoi tout à l'heure, j'ai parlé un peu de recherche et de diversification. Parce que même l'argent, ou bien les écoles comme l'INPG doivent aller un peu vers ça. C'est-à-dire qu'il faut penser même à une vie, préparer l'après-pétrole. Voilà. Parce que maintenant, dans le monde, on parle de transition disons, énergétique. Le pétrole, c'est une énergie fossile, donc elle est épuisable. Donc il faut penser aux énergies renouvelables, il faut penser à autre chose. Bon, peut-être qu'on est encore peut-être très petit pour parler de nucléaire ou bien d'hydrogène, mais il faut quand même penser à ça, à se préparer à l'après-pétrole. Et ça, maintenant, les instituts, que ce soit l'INPG, que ce soit l'université, doivent se préparer pour penser à l'énergie en gros. Parce que l'énergie, c'est pas uniquement donc, le fossile, pétrole et gaz. Il y a autre chose. Donc, il faut vraiment qu'on soit vigilant, qu'on ne fasse pas du tout pétrole, qu'on évite un peu, comme on appelle le syndrome hollandais, que les gens sachent qu'il y a autre chose en dehors du pétrole et que les énergies sont là, dans la globalité. Il faut raisonner énergie. Voilà, énergie. Justement, on va parler d'énergie. Vous êtes le président de l'Association sénégalaise pour le développement de l'énergie en Afrique. Quel rôle ce pétrole et ce gaz vont jouer pour booster le secteur énergétique du Sénégal? Si vous permettez, je vais juste parler un peu de l'ASDA. Allez-y. En fait, l'ASDA a été créé donc, depuis 2007 par des experts nationaux. Donc, je peux citer en fait les anciens DG de la SAR comme Kamara Touré, l'ancien directeur de l'énergie Alioune Fall, vraiment des gens, Iris Obodian au ministère de l'énergie, Jean-Pierre Noël. Donc, vraiment, on a des doyens de la profession qui ont été à la base. Donc, c'était depuis 2007. Donc, ça fait 12 ans qu'elle existe. Mais, comme vous savez, les experts, les professionnels, souvent, ils sont dans le coin, ils ne parlent pas beaucoup. Donc, ce qui n'est pas bien, quand même. Oui, voilà. En fait, il faut donner la parole aux personnes qui s'y connaissent. Tout à fait. Non, vous avez raison. Ça aussi, c'est un danger. Parce que tout le monde se revendique être expert en pétrole. Depuis 2014, on en a une pléthore qui se revendique être expert. Non, mais c'est vrai que c'est un peu délicat. Parce que moi, par exemple, vous me dites que je suis expert pétrolier. Moi, je tique un peu. Je dis, bon, tiens, moi, je ne suis pas expert. Je suis peut-être que vous êtes humble, c'est parce que vous êtes humble. Non, ça dépend. Parce que c'est vrai que le pétrole, c'est vaste quand même. Le pétrole, c'est vaste. On parle de l'amont, de l'aval. Dans l'amont, il y a beaucoup de choses. Dans l'aval, il y a beaucoup de choses. C'est vrai qu'on peut avoir avec l'expérience une vision globale du secteur. Mais c'est dangereux quand même de vouloir se prévaloir d'être expert sur tout terrain. Voilà. Donc, mais au niveau de l'ASDA, on a des experts dans plusieurs domaines. Il y a plus de 60 professionnels, aussi bien dans l'amont, le raffinage, la distribution pétrolière, et aussi bien aussi dans l'électricité. Parce que quand on parle d'énergie, il y a la partie, disons, pétrole, la partie aussi énergie, électricité et le renouvelable. Donc,
on a des experts vraiment pour les domaines bon peinture. Et la particularité, c'est que maintenant, avant, on était des seniors. Maintenant, on a beaucoup de jeunes qui arrivent, qui sont aussi bien dans la distribution aval que aussi dans l'amont pétrolier. Et que ça permet d'avoir des compétences nouvelles. Maintenant, pour revenir dans la partie énergie, donc, quel apport on va avoir avec ces découvertes, je pense que l'apport le plus significatif, ce sera ce qu'on appelle le gaz to power. C'est-à-dire qu'il y aura du gaz qui va aller vers les centrales. Et il y aura maintenant des centrales actuelles qui sont actuellement au fioul, même centrales à charbon, c'est prévu qu'ils passent au tout gaz. Donc ça va arriver inévitablement. Parce que quand même, le gaz, quand même, c'est une énergie propre. C'est plus propre que le charbon, plus propre que le fioul ou le diesel. Donc ça, l'État aussi, je pense qu'il y a un programme. Il y a eu beaucoup de programmes, je pense que le MCI a travaillé là-dessus, le ministère aussi a travaillé là-dessus, mais je pense que prochainement, il y aura un schéma directeur qui sera mis en place, qui va peut-être fixer tout ça, qui va dire voilà ce qu'on va faire. Mais ça, c'est inévitable. Je pense que le gaz to power, ce sera ça. Donc, l'énergie, donc, ce sera donc cette partie gaz pour l'électricité. Bon, il y aura aussi la partie, comme on dit, automobile, donc à travers la raffinerie. Donc, maintenant, la partie aussi domestique. Donc, ça, c'est inévitable. Je pense que les retombées seront visibles au niveau de la balance commerciale, parce que si on peut ne plus importer du pétrole brut ou bien du pétrole raffiné, parce que là on importe du pétrole brut pour la raffinerie, et aussi le supplément, parce qu'il y a environ peut-être facilement pas loin de 2 millions de tonnes qui sont importées, aussi bien pour le marché local que le marché export. Et ça, si on arrive à avoir une raffinerie qui puisse produire tout ça, c'est tout bénéfique pour le Sénégal. Donc si le pays si la Sénélec passe au tout gaz, ça sera une bonne nouvelle pour les consommateurs. Ça c'est sûr. Ça veut dire qu'il y a cet aspect économique et puis l'aspect environnemental. Oui. Parce que c'est une énergie propre. Et puis ce sera donc l'énergie accessible. Et ça c'est important, parce que si c'est accessible, il y aura, disons, beaucoup de populations qui vont en profiter. Parce qu'actuellement, il y a un déséquilibre. C'est les zones urbaines qui ont l'électricité Sénélec, d'autres on les met en place des énergies ponctuelles, disons, localisées, avec soit du solaire, soit de la biomasse, mais il faut que tout le monde soit au même niveau. On ne peut pas dire, voilà, Sénélec c'est pour les zones urbaines, maintenant les autres on va le donner une compagnie, c'est pas très juste normalement. Et il faut qu'il y ait au même prix aussi, parce que si on arrive à avoir une grosse compagnie, Sénélec qui va avoir une bonne production, ils pourront avoir du produit, donc l'électricité aussi bien dans les zones urbaines et les zones rurales, et puis à un prix, disons, accessible pour tout le monde. Il faut favoriser l'accès à l'énergie pour toutes les populations. Et pour le pétrole, vous avez dit que le gaz c'est une énergie propre, et pour le pétrole? Non, c'est-à-dire que le gaz, qu'on dit, est plus propre que le pétrole. C'est une réalité. Maintenant, c'est ça. C'est-à-dire que maintenant, le pétrole aussi est plus propre que le charbon. Bon, maintenant, d'autres aussi vont parler de, oui, il faut penser aux énergies renouvelables. Bon, il y a une classification. Mais, comme en Europe ou ailleurs, il faut qu'il y ait un programme de transition. Donc, on n'a pas le moyen peut-être de faire comme la France ou bien les États-Unis ou bien la Hollande, d'aller faire ces grands écarts, mais il faut y aller progressivement. Même le charbon, vous savez, souvent les gens disent oui, il ne faut pas de charbon, il ne faut pas de charbon, mais si on regarde au niveau international, mais presque 30% de l'électricité est produite à partir du charbon, et dans des grands pays. Donc, c'est vrai qu'il faut essayer de limiter cette production. Bon, malheureusement, on n'avait pas le choix en ce moment parce que c'est le problème de coût, de réalité économique. Mais progressivement, si on a du gaz, ça c'est sûr que le gaz va prendre la place du charbon, du fioul, du gasoil. Tout à l'heure, on a juste survolé le sujet, la protection de l'environnement aussi, ce qui est très importante. Oui, ça c'est bon. Je sais pas, c'est dans l'air du temps, c'est une réalité. Oui. Je pense que nous tous nous subissons un peu ce dérèglement climatique. Donc, et ça c'est important parce que tout à l'heure là, je vous ai parlé de presque plus de 10 contrats qui ont été signés entre les opérateurs et les sous-traitants. Et il y a une bonne partie, c'est étude d'impact environnemental. Parce que c'est vrai que ces opérateurs-là, ce ne sont pas des bandits. Non. Donc, eux aussi, ils ont des soucis économiques, des soucis environnementaux. Ils ont une société civile aux aguets qui réclame ça. Donc, les opérateurs aussi ont des soucis
environnementaux. Parce que vous voyez, quand il y a une pollution, mais ça c'est catastrophique. Ils vont perdre beaucoup d'argent et puis la crédibilité va se ressentir à leur niveau. Donc, ils ont un rôle à jouer et ils le font. Mais aussi que l'État aussi a sa part. Je pense qu'il ne faut pas laisser tout entre les mains des opérateurs. Nous, on a quand même une direction nationale, je sais pas, de l'environnement, un ministère. Et ils sont impliqués, dans toutes ces négociations. Et comme on a dit aussi au niveau des lois, que ce soit le code pétrolier, on a tenu compte de ça. Il faut que les gens tiennent compte des aspects environnementaux. Donc il y a des études qui seront faites. Et puis souvent, il y a même, disons, une audience publique pour que les gens puissent venir revoir les rapports et puis donner le point de vue. Je pense que ça, il y a un travail et puis il faut de la vigilance. Donc ça, on demande aussi à nos amis de la société civile d'être très vigilants, de ne pas peut-être baisser les bras et d'alerter. Parce que c'est catastrophique parfois ce qu'on voit dans certains pays d'Afrique ou bien ce qu'on a vu un peu vers les eaux, vers Venezuela, le Mexique. Donc il faut absolument que les gens soient vigilants pour qu'il n'y ait pas de dégâts en mer et pas de ricochet au niveau des populations. Pas de dégâts en mer aussi, mais quand même, avec le pétrole, le pétrole peut booster aussi le secteur halieutique sénégalais. Vous êtes d'accord avec moi? Booster comment? Est-ce que vous êtes pour? Il y en a qui le disent. Vous êtes pour ou contre? Non, là, je peux pas. Je suis pas. J'ai pas un avis spécifique, quoi. Moi, ce que je sais, c'est que il y aura quand même peut-être une zone où ils ne pourront pas s'approcher. Parce qu'avec les plateformes, avec les bateaux qui sont en exploitation, c'est sûr qu'il y a des zones de sécurité qui ne seront pas peut-être qui seront pas fréquentées par les bateaux de pêche. Ça c'est sûr, c'est inévitable, parce que quand il y a du bruit, il y a des travaux, les poissons ils vont fuir. Bon, maintenant, les choses ont évolué, peut-être il y a des techniques pour pouvoir avoir des niches, des zones de reproduction. Tout ça, en fait, c'est un problème global. Il ne faut pas avoir peur de ces plateformes. Il faut que maintenant, ces plateformes, ces opérateurs, qu'ils soient sensibilisés. Et puis qu'il y ait des alertes. Si on voit qu'il y a des manquements, s'il y a des déficits, on peut corriger. On va dire, OK, il y a un problème ceci, il faut sauvegarder, il faut préparer un peu des alternatives. Donc, il faut que les gens soient vigilants. Moi, a priori, je n'ai pas d'avis là-dessus. Je ne suis pas spécialiste un peu de ça. Mais ce que j'en sais, c'est qu'il risque d'avoir un peu de nuisance, un peu des zones où disons que les bateaux ne pourront pas approcher. Maintenant, il faut des compensations. Comment compenser justement, selon vous? Quel rôle l'État doit jouer? Quel rôle chacun doit jouer pour cette compensation? Bon, déjà, les populations qui sont visées, souvent les populations de Genda, tout ça, ou de Kayar, ou bien de Differ qui seront touchées, peuvent avoir des compensations pour aller faire autre chose. Ils peuvent aller vers l'aquaculture, par exemple. On peut les dédommager en disant que oui, voilà, depuis que l'exploitation a démarré, le développement, on a perdu temps de part de marché, voilà. On peut les compenser ailleurs. Et puis, comme on dit, on peut aussi créer, je ne veux pas me prendre comme ça, mais des zones de reproduction ailleurs. Essayer de délocaliser, de dire voilà, parce que le poisson, il va sûrement migrer vers d'autres zones. Maintenant, il faut essayer d'aider les pêcheurs à aller maintenant dans ces zones-là. Peut-être que ce sera pas peut-être dans les eaux sénégalaises, négocier des accords. Voilà. Donc, en gros, il faut que les gens soient vigilants, qu'ils soient open mind et prêts à négocier. Parce que la vigilance, c'est-à-dire qu'il faut alerter. Dès qu'on se rend compte qu'il y a un souci quelque part, il faut se mettre avec les opérateurs. Je pense que c'est pas des philanthropes, mais aussi ce sont pas des vautours. Donc, quand il y a un problème, il faut parler. Donc, il faut que l'État qui est les compétences. C'est-à-dire que si on a au niveau du COS ou bien du Comité national de suivi local, les gens qui connaissent un peu ce métier halieutique, environnementaux, ils peuvent venir dire attention, il y a ceci, et voilà, on donne des mesures pour corriger. Un comité de veille, on va dire dans chaque Voilà, absolument. Je pense qu'il faut être vigilant. Je pense qu'il ne faut pas peut-être se voiler la face. Il faut carrément être vigilant. La vigilance est nécessaire. Et la vigilance est aussi l'esprit patriotisme. Il faut que les gens soient patriotes, comprennent les intérêts du pays, que les conséquences peuvent être dramatiques pour les populations ou bien pour l'intérêt du pays. Donc, il faut que les gens soient vigilants et qu'il y ait cet esprit patriote. Ça, on ne peut pas le faire pour notre pays. Et ça, il faut qu'on
qu'on essaye de corriger rapidement. L'esprit patriote, c'est important. Donner la parole aussi aux experts, c'est important parce que, comme je l'avais dit tout à l'heure, les sujets relatifs au pétrole et au gaz souvent suscitent des débats passionnés. On en a assisté dernièrement. Tout le monde se lève pour dire voilà, les contrats ont été mal négociés et ça a créé la polémique. Donc, comment vous avez vécu ça et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour vraiment qu'il y ait un débat apaisé? Voilà. Donc, c'est-à-dire que nous, on a une association qu'on appelle HDA, on a des experts, et régulièrement, on fait des productions, des conférences, on va faire même un salon international du pétrole et du gaz, et souvent, on fait des recommandations au gouvernement. Et l'État aussi nous a consultés. Donc, l'État nous consulte pour le code pétrolier. Bon, il nous a demandé de donner notre avis. Donc, on a fait un avis qu'on a envoyé. On a tenu compte? Pas vraiment. Mais revenez sur, s'il vous plaît, sur vos recommandations. Non, là, je ne l'ai pas, parce que quand même, c'était sur au moins. C'est vrai que le code a été déjà adopté. Non, tout à fait. Mais je pense qu'au moins, il faut saluer ça. C'est vrai que c'était un peu juste, parce que c'était peut-être 10 jours avant que la loi ne passe au niveau de l'Assemblée. Ils nous ont demandé de donner notre avis. On a fait des avis qu'on a envoyés. Bon, maintenant, je ne suis pas trop sûr qu'ils ont pris 100% ce qu'on a écrit, mais au moins, il y avait cette volonté. Je pense qu'il faut qu'ils aillent vers ça. La société civile, ce sont des Sénégalais, ce sont des patriotes. L'État doit les consulter. Il n'est pas dit que tout ce qu'on va dire, tout ce qu'ils diront, il faut les prendre, il faut les intégrer. Mais au moins, il faut les écouter. Il faut les écouter à temps, ne pas attendre peut-être une semaine, 10 jours avant d'aller à l'Assemblée. Et au Sénégal, quand même, on a des compétences. C'est-à-dire que parfois, quand vous regardez les gens de la société civile, les gens ont des compétences. Et le débat au niveau du pétrole, ce n'est pas un débat purement technique. Il ne faut pas que les gens pensent que oui, si tu n'es pas géologue, géophysicien ou bien raffineur, il faut pas parler. On peut en parler, mais il faut parler de ce qu'on sait. Maintenant, il y a des débats sur l'environnement, ça, il y a des spécialistes qui peuvent en parler. Il y a des débats juridiques, les juristes vont en parler. Il y a des débats même pour la bonne gouvernance. Tout ça, donc... Il ne faut pas se gargariser en disant que voilà, il faut laisser ça aux pétroliers. Non, chacun a sa part, mais il faut que chacun sache où s'arrêter, quoi. Voilà, on ne peut pas venir parler de facteur R alors qu'on ne sait même pas ce que ça signifie. Il faut que les gens sachent jusqu'à quel niveau aller. Mais pour moi, tout le monde doit en parler. Hein. Comme on dit, le pétrole, c'est une ressource qui appartient au peuple. Oui, tout le monde doit en parler, mais il faut un minimum de connaissances quand même. Il ne faut pas venir dire que les contrats ont été mal négociés et tout le monde sait que les contrats sont disponibles sur le site ite.sn. Et on sait que quand même le Sénégal occupe et cité en exemple en matière de transparence dans la gestion de ses ressources. Tout à fait. Non, tout à fait. Ça, c'est des choses qu'on n'a pas inventées, c'est la réalité. Non, il y a un débat technique, il faut éviter de s'y engouffrer si on n'a pas les bons moyens. Et puis c'est facile d'être médecin après la mort. Parce que, quoi qu'on dise, au niveau du ministère, au niveau du COS, c'est quand même des gens compétents. Maintenant, ils peuvent peut-être avoir des insuffisances parce que, le métier, en fait, le pétrole vient d'arriver tout nouveau chez nous. Donc, il y a un problème aussi de capacité et de compétences à avoir sur place. Mais ça va arriver. Je pense qu'il faut accepter de dire que, bon, les gens ont fait un effort, c'est perfectible. Et si jamais on se rend compte qu'il y a des problèmes, on corrige. Il n'y a rien qui empêche de corriger. Maintenant, il faut des équilibres. Parce qu'il faut juste dire aux partenaires, ça ne m'arrange pas. Maintenant, vous essayez, il faut dire, ok, ça, il faut qu'on revoie. Ça, l'État est souverain. L'État ne doit pas laisser les populations au niveau économique ou bien au niveau environnemental. Donc, si je comprends bien, le Sénégal est déjà dans les dispositions à vraiment bien gérer, comme en transparence et en IF, voilà, le pétrole et le gaz. On a déjà le COS, on a l'ITIE, on a l'INPG pour former, on a, disons que le comité national qui va être créé pour ça. Il faut être positif. Oui. Maintenant, il faut compter sur la compétence des gens et l'esprit patriotisme. Et puis là, il faut être vigilant. Il faut être vigilant à tous les niveaux. Voilà. Serigne Momar Dieye, directeur général de Helogène, ancien directeur d'Oris, actuel président de l'association sénégalaise pour le développement de l'énergie en Afrique, était notre invité dans Business Mac. Encore merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup. Merci. Au plaisir de vous revoir avec un autre membre de l'ASDA. Inch'Allah, mais il faudrait quand même venir régulièrement ou bien
bien donner la parole, vraiment, nous envoyer les personnes qu'il faut. Tout à fait, nous sommes disponibles, nous sommes là pour ça. On a réellement des compétences qui peuvent venir parler du pétrole, et du gaz et même de l'électricité, donc de l'énergie en général. Voilà, donc Birane Cissé a assuré la partie technique. Merci infiniment à Aminata Ndonka qui était à la réalisation. Dans quelques instants, la grande édition de 12h, le Midi King sur e-Radio avec Antoine Diouf. Merci.